Merci d'être avec nous. Ceux qui sont au fond de la salle, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'écran et du présentateur. Alors, on a décidé à la FEAP de mettre l'accent sur l'insertion et le travail des personnes handicapées. Il n'a échappé à personne que c'est actuellement la semaine de l'emploi des personnes handicapées et nous allons mettre l'accent sur l'action de DuoDay. Et je demande, pour en parler, à Magali Devers, directrice générale de la LGI et déléguée régionale FEAP Nouvelle-Aquitaine, de venir me rejoindre, ainsi que Geneviève Dariussec, ministre déléguée chargée des personnes handicapées, qui va introduire cette table ronde, si Madame la Ministre le veut bien. Installez-vous là, si vous voulez. Je crois qu'il est prévu que vous soyez plutôt par là. Et puis également Pierre-Marie Lasblé, directeur général d'Objectif Emploi des Travailleurs Handicapés, qui va venir s'installer là. Nathalie Favot, éducatrice apprentie. Non, vous allez vous installer ici, plutôt, à droite, oui. Et puis, Nathalie Favot, donc, apprentie à l'IME Le Rondeau. Julien Rousset, équipier client chez Boulanger. Cédric Calvier, responsable service client chez Boulanger. Et Guenelé Jean, directeur du pôle social et formation Bagatelle. Madame la Ministre, merci encore d'être avec nous. Je suis très heureux que vous soyez là. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce congrès de la FEAP. Et c'est un peu votre domaine, le travail des personnes handicapées. Et donc, je vous laisse faire quelques mots d'introduction peut-être à nos travaux. Bien, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous et je remercie la FEAP pour cette programmation riche et ce focus sur l'emploi des personnes handicapées. Tout à fait bienvenue, vous l'avez dit, dans cette semaine européenne de l'emploi pour les personnes handicapées qui bat son plein depuis lundi. Et donc, tout à fait bienvenue cette table ronde de cet après-midi. Alors, je vais vous donner très rapidement quelques chiffres pour introduire le sujet. En France, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est trop élevé, toujours. Il est à 13% aujourd'hui. Il était à 19% il y a 5 ans. Donc, il y a eu un bond important qui a été réalisé et nous le devons à tous, à tous les dispositifs, mais aussi à toutes les personnes et à tout l'écosystème qui a su se mettre en mouvement pour faire en sorte que cet emploi soit réalisable. Et notre ambition, c'est le plein emploi. Et le plein emploi aussi pour les personnes en situation de handicap. Donc nous avons bien sûr des objectifs très élevés, très importants. Je dirais si on atteint 10% déjà, ce sera bien et ensuite nous continuerons à descendre. Alors cette semaine européenne, en point d'orgue de cette semaine européenne, il y a le DuoDay qui donc va se déployer demain, que bien sûr le gouvernement supporte complètement, alors supporte au bon sens du terme, c'est-à-dire que nous l'avons aidé à grandir puisque le DuoDay est né ici dans cette région, dans cette belle région à Agen, avec l'association AGI et c'était une initiative associative locale et ma prédécesseur, Sophie Cluzel, a vraiment souhaité s'emparer de ce dispositif et pour le faire évoluer à l'échelle du pays. C'est un très beau dispositif parce qu'il permet 2 choses. La première, c'est de faire en sorte que les personnes se rencontrent, et les employeurs et les personnes en situation de handicap. Et la deuxième, c'est aussi de façon très concrète pour 20% d'entre eux l'an dernier, d'avoir un emploi ou un stage à la sortie de ce DuoDay. Donc concrètement, c'est aussi efficace et cela permet à certains de trouver une solution à leur quête d'emploi. 20% des opérations DuoDay débouchent sur un emploi. En 2021, c'était ça. Donc c'est une retombée très concrète. Alors nous avons ensemble beaucoup d'objectifs, beaucoup de tabous à lever, et puis beaucoup d'idées reçues aussi à faire tomber. Tant du côté des employeurs, qui peuvent penser que employer quelqu'un en situation de handicap, c'est compliqué. Alors ça peut être compliqué dans les dossiers. Nous avons beaucoup de choses à faire pour améliorer tout ça. Mais que la productivité de l'entreprise s'en trouverait dégradée, ce n'est pas vrai. Que l'ambiance dans l'entreprise s'en trouverait modifiée,
peut-être, mais dans le bon sens. Et puis faire tomber aussi des préjugés auprès des personnes en situation de handicap. Elles ont besoin de découvrir des métiers, mais elles ont besoin aussi de prendre confiance en elles et de savoir qu'elles peuvent rentrer dans tout un tas de formations et qu'elles peuvent accéder à des métiers et avoir un vrai parcours professionnel. Donc moi, c'est tout cela que je voudrais porter dans ce duodé. Ce sont des messages politiques forts, politiques au sens noble du terme, de dire à chacun, rencontrez-vous, faites en sorte de vous connaître et faites en sorte aussi tout simplement de voir comment vous pouvez être complémentaires. Et dans cette période où beaucoup d'emplois ne sont pas pourvus, les entrepreneurs, maintenant, le monde économique, commence aussi à élargir son spectre et à rechercher des talents ailleurs que dans leurs sources habituelles. Ce duodé va leur donner aussi la possibilité de le faire. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Enfin, j'ai été très longue peut-être pour une introduction. Non, pas du tout. On parlera tout à l'heure de l'opération Café Joyeux, parce que la dernière fois que je vous ai croisé, c'était à une soirée de l'Olympia, et je trouve que c'est une initiative intéressante, donc peut-être vous pourrez nous dire deux mots tout à l'heure. Magali Devert. Oui. Alors duodé. Duodé. Madame la ministre, je vous remercie. C'est vrai que c'est une opération que nous portons, que nous avons créée. C'est vrai qu'on s'est inspiré de ce qui se passait en Irlande avec Job Shadow Day, en Belgique. Et puis on s'est dit, on avait, lors d'un séminaire de direction, on travaillait sur tout ce qui était modèle inclusif du nord de l'Europe. On s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de le développer au sein de notre département, là où nous avions des ESAT, où nous gérons avec d'autres ESAT d'ailleurs, d'autres associations, un dispositif d'accompagnement à l'emploi, de déployer une journée duodé pour permettre qu'il y ait une rencontre des publics que nous suivons au niveau de nos établissements médico-sociaux et des entreprises. Parce qu'on avait de gros soucis à l'époque, parce que je vous parle de ça, duodé pour nous, c'est... Première version, 2016, 80 duos. Deuxième version, 300 duos dans le département du Lot-et-Garonne. Nous, l'enjeu, c'était mettre un pied dans l'entreprise. C'était assez compliqué avec certaines entreprises, de grandes entreprises pourtant, qui n'ouvraient pas du tout leurs portes. On n'arrivait pas à obtenir de stage, on n'arrivait pas à entrer dans l'entreprise. Et on s'est dit ça, au moins, ça va les rassurer parce que ce n'est pas un engagement sur du long terme, mais ça va nous permettre de construire quelque chose avec eux. Ça s'est très bien passé parce que vous voyez, en 2 ans de temps, on passe de 80 à 300 duos, ce qui est extraordinaire pour le département du Lot-et-Garonne. Et il y a eu une rencontre donc, avec Sophie Cluzel, avec la directrice de cabinet à l'époque, Madame Magnan, qui est directrice à la CNSA aujourd'hui, qui nous a demandé de nous investir sur une plus grande échelle au niveau national. Donc la première année, ça a été extrêmement compliqué parce qu'on n'avait pas les outils du tout pour avoir... On a une plateforme numérique, mais qui correspondait à, je dirais, à une organisation locale. On a dû la faire évoluer. On avait les AT qui portaient l'opération et on a développé une équipe. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 18 personnes sur l'opération. Pas tout le temps. Sur les 3 derniers mois, on a quand même géré 55 000 appels depuis 3 mois. On a 1200 connexions jour sur la plateforme numérique. Donc, vous voyez, on est passé de l'échelle locale à vraiment une opération nationale. Nous avons, et ce qui est important, on parle de l'engagement, les engagés au niveau de la FEAP, nous avons sur la plateforme téléphonique 18 personnes, dont 10 personnes reconnues comme personnes en situation de handicap. Donc, il faut que ça ait du sens, et on essaye de donner du sens à cette opération en inscrivant l'ensemble des acteurs autour de l'opération. Et il était important pour nous qu'on ait un témoignage de cette opération, puisque je vous dis, ça a commencé en Lot-et-Garonne, et ça a commencé 2016-2017, et on a des témoins qui sont présents sur scène, qui ont participé à duodé et qui aujourd'hui sont en CDI. Je veux dire, ce qui est vraiment important, c'est simplement, duodé pour nous, ça a été un outil pour ouvrir les portes. C'est vrai que vous nous avez donné l'occasion de rencontrer des publics que nous ne connaissions pas avec... cette opération nationale, on a découvert toutes les difficultés que rencontraient les personnes en situation de handicap, ultra diplômées pour certains, qui n'arrivent pas, malgré leur CV et leurs compétences, à pousser la porte comme nous l'avions fait en Lot-et-Garonne. Et nous sommes assez heureux, et je pense que le conseil d'administration, une partie du conseil d'administration de l'Algérie est présent, les directeurs aussi, nous sommes heureux d'avoir permis
d'ouvrir cette porte aussi au niveau national. Oui, c'est-à-dire que vous gérez des établissements qui s'occupent de personnes handicapées, de réinsertion, etc. Dans le secteur médico-social. Et en même temps, vous avez voulu absolument montrer l'exemple. Oui, vraiment l'idée n'est pas... Pour nous, oui. c'était très Et le faire opérationnel vous-même. dans un premier temps. Vous-même Aujourd'hui, intégrer des c'est personnes permettre à toute situation de personne handicap. de pouvoir Très bien. accéder, je dirais, à un employeur et un employeur, pouvoir accéder aussi je dirais, à des compétences. Parce qu'on parle sûr. de gens compétents. Et avant de retrouver les autres intervenants qui sont là, qui vont nous faire part de leur expérience, on va regarder un petit film sur cette opération du Haudet. Vous voulez un café? Il y a une souquette. Et non, concrètement, C'est pas raisonnable. Ah, si, un peu. tu la reprends en stock et tu dois la... Je m'appelle Julien. Et je m'appelle Julien. Voilà. Donc Julien a intégré Boulanger au travers du Duodé en 2017. Il a fait un stage avec nous. Oui, 15 jours. Voilà, 15 jours. Et Julien donc, était complètement content et satisfait, et nous aussi. Et donc on lui a proposé d'être avec nous durant une année au travers d'un contrat de mise à disposition, et qui s'est parfaitement déroulé en 2018, hein. C'était bien. Et on continue justement sur cette année, Voilà. dans le but justement d'intégrer Julien au sein de notre équipe Boulanger en CDI. Le premier poste de Julien c'était à l'accueil, avec la prise en charge client, accueillir les clients. Voyant qu'il avait une qualité d'accueil qui était très bien, qui était au top, ça passait super bien. On a eu l'idée de faire le petit déj client et de partager ce moment avec nos clients. Oui, Et ça fait plaisir aux clients. voilà, tout s'est bien passé et on a voulu aller plus loin justement dans la démarche. C'est de confier d'autres tâches à Julien, à savoir donc des tâches d'équipier client, c'est-à-dire faire du déchargement camion et ainsi que de la mise en livraison, et tout ça justement pour mettre en valeur Julien justement, le mettre en avant, savoir qu'il était capable de faire beaucoup de choses. C'est vrai. Et voilà, et en plus il est super volontaire, il est très positif et je suis tout sur à fond. Et voilà, t'es à fond et c'est très agréable et c'est génial. Voilà. Voilà, fini. Julien est avec nous. Julien, vous voulez peut-être une réaction à ce reportage? Si vous voulez bien prendre un micro. Allô? Oui, Ah, ça y est? on vous entend. Ok, merci. C'est miraculeux. Bon, comment ça s'est passé alors? Le premier jour, ça a quand même été un petit choc, non? Mais très bien, le premier jour, c'est très bien. Ouais. Cette vidéo, pareil, elle est très bien aussi. Et là, je peux leur voir ma vidéo. Mhm. Voilà. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette expérience? C'est très bien, l'autorité s'est bien passé. Le premier jour, avec je l'ai américain, la CSF, maintenant est parti à Lille, et c'est Cédric qui remplace. Et mon premier jour, c'est bien passé, et voilà. Et surtout avec les filles. Cédric, c'est vous qui vous êtes occupé de son intégration, de son accueil, non? C'est ça, hein? Non, c'est Julien, c'est son ancien responsable du coup, D'accord, qui s'est occupé de son intégration. Moi j'ai repris le poste il y a 6 mois. d'accord. Et donc vous travaillez avec Julien aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, je D'accord. travaille avec Julien, oui, je suis Ok. son responsable. Et donc qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience À mon arrivée, j'avoue que j'avais certaines questions. Parlez un Et- peu plus près du micro si vous Pardon. voulez bien. Pardon. Et à mon arrivée, oui, j'avoue que j'avais certaines questions. Et en fin de compte, en travaillant chaque jour avec Julien, je vois qu'il apporte la bonne humeur déjà dans le magasin. Mhm. Que chacun des services souhaite aider Julien à chaque fois. Et qu'il est en amélioration chaque jour sur chaque point. Mhm. Et la manière dont les autres vous regardent à l'intérieur de l'entreprise, ça se passe bien Oui, les clients, oui, certains même nous félicitent. Ouais. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie d'être à votre place pour gérer Julien au quotidien, parce que ça doit être assez poétique et sympa.
C'est très... Puis il est toujours à fond. Et toujours à fond. Toujours à fond. D'accord. Et il y a longtemps que vous travaillez chez Boulanger? Moi, ça fait 12 ans. D'accord. Julien? Oui. Et je suis rentré, et même c'est dit le 1er juin 2019. 1er juin 2019, CDI. Oui, à CDI. Et vous étiez dans l'entreprise depuis combien de temps? Ça fait maintenant, ça fait 4 ans. 4 ans, d'accord. Et je pense que quand vous avez annoncé ça à votre famille, ils ont été épatés. Ils sont très fiers de moi. Pour sûr, ma famille, mais et mon frère, vu à la vidéo, sont formidables, ma famille, mes amis de rugby, et voilà. C'est mon avenir, et merci à tous. D'accord, merci. Pierre-Marie Lasblé, vous êtes directeur général de ETH, Objectif Emploi des Travailleurs Handicapés. C'est vrai. Oui, c'est vous qui avez géré cette affaire sur du OD avec Boulanger ou pas? Non, du OD est très bien géré par la LGEI. On s'en occupe pas, ou en tout cas, on promeut du OD auprès des adhérents de ETH. Donc, c'est-à-dire les associations du secteur sanitaire et social, en leur disant, vous aussi, vous n'êtes pas que des structures qui accompagnent des personnes en situation de handicap dans vos établissements, vous pouvez aussi en recruter. Et donc, vous aussi, rendez possible cette mise en relation, jouez le jeu du duo D. Et donc, on le promeut chaque année, et chaque année, il y a en effet des centaines de duos qui se font dans le secteur sanitaire et social. Très bien. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui ou quelles sont vos aspirations pour le futur? Alors les difficultés, je prends un grand souffle parce qu'il y en a quand même quelques-unes. En fait, on est un secteur qui est privilégié parce que beaucoup de nos adhérents connaissent le handicap, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres secteurs. Mais ils en ont une connaissance qui peut être un peu partielle, qui est justement les personnes qu'ils accueillent comme malades ou comme personnes dans les établissements médico-sociaux. Et donc le grand défi qui est le nôtre, c'est d'amener nos adhérents, les associations du secteur, à dire mais la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peut couvrir un spectre de pathologies, de difficultés temporaires ou durables extrêmement large. Chacun d'entre nous autour de cette table a peut-être une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé parce qu'il n'entend pas très bien, parce qu'il a eu une maladie à un moment donné, parce qu'il a un diabète chronique, Et donc, embaucher une personne en situation de handicap, ça n'est pas forcément embaucher la personne qui est accueillie dans l'établissement. Or, si vous voulez vous projeter dans l'idée que demain, les aides-soignantes de votre établissement, l'infirmière de votre établissement, l'éducateur spécialisé de votre établissement peut être reconnu travailleur handicapé, il faut que vous changiez quelque chose de votre présentation et que vous vous disiez, c'est pas forcément la même personne que celle que j'accompagne. Et donc, en fait, c'est notre principal défi. Bien sûr. C'est de dire, voilà, les personnes reconnues travailleurs handicapés peuvent être extrêmement diversifiées dans leurs compétences, dans leur parcours. Magali disait tout à l'heure, ils peuvent être hyper diplômés. Et donc de les regarder autrement et de regarder comment, au contraire, l'expérience du handicap, leur expérience, peut être particulièrement féconde dans les métiers du soin et de la relation d'aide. Parce qu'ils ont traversé, ou ils traversent, une épreuve, une difficulté personnelle, temporaire. Donc ils rentrent d'autant plus facilement en empathie avec... Vous avez tout résumé. C'est qu'en effet, cette épreuve, ce moment de vie, développe ce qu'on appellerait des soft skills, et qui sont particulièrement utiles dans le secteur. Parce qu'à la recherche, un secteur qui a tellement de besoins de recrutement aujourd'hui, et qui recherche des compétences, mais aussi des compétences relationnelles, humaines. Et donc, il faut simplement amener les employeurs de ce secteur à se dire, peut-être que dans ce vivier de gens qui ont vécu, qui vivent l'expérience du handicap, eh bien, elles ont pu, par cette expérience, développer des compétences relationnelles, un sens de l'engagement, un appétit qui va être absolument... d'adaptabilité, parce qu'une des idées reçues, c'est qu'on dit « Ah, la personne handicapée ou en situation de handicap, elle est plus facilement stressée, un peu plus hostile au changement, etc. » Et ce n'est pas le cas, en fait. Bien pas sûr. Plus que les autres, en tout cas. Et à l'inverse, ça peut être au contraire une capacité à manager l'incertitude ou à s'adapter, à évoluer. C'est exactement ça. Mais ça, c'est un travail de tous les jours et qu'il faut beaucoup répéter parce qu'à côté de ça, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que ce secteur est un secteur qui
dont les conditions de travail sont difficiles. Donc vous pouvez aussi avoir des employeurs qui, à juste titre, se disent « bah oui, mais enfin moi chaque année je fais des licenciements pour inaptitude ». Donc alors d'un côté je licencie des gens qui ont un handicap parce qu'ils sont inaptes à exercer leur poste, et de l'autre côté vous me demandez d'en embaucher d'autres. Est-ce bien raisonnable? Oui, c'est raisonnable, encore faut-il élargir sa vision de ce que c'est que le handicap au travail. Nathalie Favot, alors vous êtes éducatrice apprentie à l'IME Le Rondeau, c'est ça? C'est ça, oui. Alors ça veut dire quoi, c'est-à-dire? Alors en fait, je suis en apprentissage dans une école pour devenir éducatrice spécialisée. C'est-à-dire que je travaille dans un IME à Versailles avec la Croix-Rouge, excuse-moi. Et en même temps, j'ai cours. Donc je me forme en cours. Et en fait, il faut savoir que j'ai fait du OD l'année dernière. Alors j'ai rencontré Virginie Chevalier qui est, je ne sais plus exactement son poste, mais qui est chargée de filière handicap au sein de la Croix-Rouge, avec qui j'ai pu passer toute une après-midi dans un foyer d'accueil médicalisé. En fait, en même temps, je préparais un dispositif qui s'appelle Oasis Handicap, qui permet de préparer au métier du social. Et donc, suite à ça, j'ai envoyé mon CV, parce que dans ce dispositif, on fait un stage. J'ai envoyé mon CV à cette personne que j'avais rencontrée lors du OD, ce qui m'a conduit à faire un stage dans cet IME dans lequel aujourd'hui je suis apprentie. Un IME, c'est un institut médico-éducatif. Ah, médico-éducatif, d'accord. Voilà, il accueille des jeunes avec des déficiences intellectuelles et des troubles non associés. Et c'est dans ce secteur que vous voulez travailler plus tard? Oui, alors moi c'est une reconversion en fait, c'est ce que disait Pierre-Marie tout à l'heure. Moi c'est un accident de la vie qui m'a amené à avoir la RQTH. J'ai eu un cancer en fait qui a fait que j'ai eu le droit à cette reconnaissance-là. Avant, j'ai obtenu un master en communication et j'ai eu le temps en fait de réfléchir à ce que je souhaitais réellement, et c'est un métier auquel je m'étais intéressée plus jeune. Et là, en fait, aujourd'hui, je me sens avoir la maturité nécessaire. Donc vous êtes revenu à vos amours de jeunesse. Comment, pardon? Vous êtes revenu à votre idéal, à votre amour de jeunesse. Voilà, c'est ça. Et je m'en sens prête aujourd'hui, et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour. Et alors, parler. Quel va être votre métier demain, alors, votre métier idéal? Alors, d'être éducatrice spécialisée, c'est d'accompagner les personnes qui ont des difficultés. Donc, ça peut être dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le handicap, ça peut être dans le domaine de la précarité, ou encore dans la protection de l'enfance. Donc, c'est très varié. Dans la réinsertion sur le lieu de travail aussi, je suppose qu'on a aussi besoin parfois de vous? Ça peut l'être aussi, pas forcément, mais ça peut l'être aussi. C'est un métier qui est très très varié. On peut travailler avec tout type de public. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette expérience de Duodet chez Boulanger, notamment avec Julien? C'est génial. C'est ce genre d'histoire qui donne envie de continuer. C'est vraiment un dispositif qu'il faut maintenir. Guénolé-Jean, vous êtes directeur du pôle social et formation de Bagatelle. Alors racontez-nous, parlez-nous de Bagatelle. Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à cette table ronde. Je suis effectivement le directeur actuel du pôle action sociale et formation de la Fondation Bagatelle, et depuis 4 ans. Mais auparavant, et donc j'essaye de me soigner, auparavant j'étais directeur des ressources humaines. Je vous l'avoue devant vous tous aujourd'hui. Et c'est vrai que la Fondation Bagatelle, donc c'est un établissement sanitaire et médico-social de 1500 salariés qui s'est marié, et Madame Dariussec le sait bien, il y a une dizaine d'années avec l'hôpital d'instruction des armées, Robert Picquet. Donc c'est un gros établissement civil militaire. L'hôpital d'instruction des armées qui s'appelle comment? Robert Picquet. Ici à Bordeaux. À Bordeaux, oui, ouais. Absolument. D'accord. Et donc, quand on occupe un poste RH dans une fondation ou dans une entreprise, la première chose à laquelle on pense, c'est peut-être une réaction de gestionnaire et de se dire, alors, sujet handicap, c'est quoi le risque? Et de voir immédiatement cela en disant, alors on est en dessous des 6% ou au-dessus des 6%, puisque je vous rappelle que quand vous avez des entreprises privées de 20 salariés, le seuil de 6% est légal. Donc dans ces cas-là, vous commencez effectif d'assujettissement, nombre de bénéficiaires RQTH, vous regardez.
Bon, une fois qu'on a fait ça, si on est au-dessous de 6%, si on a un DRH à la limite où c'est pas forcément la priorité, on se dit qu'on plie le dossier et puis qu'on va maintenir et que, comme on le disait, hein, au fur et à mesure du temps, un peu d'incapacité, un peu d'inaptitude. Alors je suis particulièrement provoquant en le disant, mais enfin bon, c'est le quotidien. Alors licenciement pour inaptitude, d'ailleurs le mot licenciement pour inaptitude, laissez-moi vous dire que c'est très mal choisi. C'est pas un licenciement, pas la faute de l'employeur, c'est pas la faute du salarié. L'inaptitude, notre collègue nous le dit, il y a des accidents de vie et l'employeur, le salarié, souvent. Alors, vous comprenez bien que la direction et la RH ne vont pas plus loin dans les réflexions et les échanges. À ce moment-là, on est un peu court. Je vous rappelle que les établissements à but non lucratif de la FEAP, sanitaires et médico-sociaux, on accueille, on accompagne les usagers de la santé. Donc, si à un moment, on ne peut pas, en tant qu'RH, avoir une vraie politique volontariste envers les publics et notamment les personnes en situation de handicap, il y a un problème. Ça veut dire qu'on ne s'applique pas, enfin, on n'a pas fait le tour du problème. Et assez rapidement, si la direction générale s'implique, parce que tout seul, ça ne peut pas le faire, mais si la direction générale s'implique, le handicap, et je le dis ici, ne devient pas et n'est pas une contrainte. Alors, j'aimerais aussi passer ce message, dire que, mesdames, messieurs les directeurs, il n'y a jamais de bon moment pour assurer une politique au sein d'un établissement et stratégique de qualité de vie au travail. Alors déjà, rien que de parler de qualité de vie au travail, bon, ça peut paraître un peu suspect, mais il n'y a pas non plus de bon moment pour se dire que, bon, allez, on va faire un diagnostic de notre situation et de savoir comment on se situe par rapport à la politique du handicap. Et pour ça, le OETH est aussi un excellent partenaire. Je me tourne vers Pierre-Marie pour nous accompagner. En quelle, c'est-à-dire coopération, comment vous les accompagnez justement ? Alors, avant de dire comment on les accompagne, je trouve que c'est très important ce que dit Guénolé, c'est-à-dire que si on considère la question du handicap au travail dans son couloir, comme un sujet qu'on va classer comme un dossier et au suivant. Et le dossier suivant, c'est quoi ? C'est santé au travail, c'est qualité de vie. Et puis le dossier suivant, c'est recrutement. Et si on fait tout ça en silo, bah, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça va marcher chez les militants, ceux qui vont dire oui, il faut vraiment embaucher. Mais en fait, il faut considérer que tous ces sujets sont en lien les uns avec les autres. Parce que le secteur a besoin de recruter aujourd'hui. Eh ben, oui, il faut élargir le vivier et aller regarder d'autres types de publics. Et parmi ces publics, il peut y avoir les personnes en situation de handicap. Parce que le secteur a des enjeux de fidélisation. Il faut penser une politique de qualité de vie au travail. Et que cette politique de qualité de vie au travail, elle peut disposer de leviers supplémentaires quand il y a des publics qui sont reconnus travailleurs handicapés. Pourquoi ? Parce que ces publics-là sont éligibles à des aides. Donc des aides dans le secteur sanitaire et social, c'est OETH qui mobilise ces aides. Nous, on collecte des contributions, qui sont les contributions de tous nos adhérents qui ne remplissent pas leurs obligations, et avec ces contributions mutualisées, on finance. On informe, on conseille, et on finance. C'est-à-dire que très concrètement, on va financer des aménagements de postes. La caricature, c'est le fauteuil ergonomique qui vous permet de travailler alors que vous avez le dos fichu. Mais vous avez des tas d'autres choses qui sont ça peut être de l'interprétariat pour des gens qui sont malentendants. Donc on rend possible un certain nombre d'actions qui ont à voir avec le handicap au travail, mais qui plus largement ont à voir avec la santé au travail. Parce que dans un collectif de travail, dans une équipe de soignants, s'il y a une personne en situation de handicap, vous pouvez aménager son poste à elle, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les autres, ses collègues, vont récupérer le boulot qu'elle ne pourra pas faire. Donc tout l'enjeu, c'est de poser au niveau du collectif de travail, et que ce que vous faites pour la personne qui est reconnue parce que vous avez des fonds pour ça, que OETH va vous donner, ça peut profiter aussi au collectif de travail si vous en profitez pour repenser l'organisation. Donc, vous avez des exemples frappants dans ce domaine ou exemples de... Oui, des initiatives d'un adhérent FEAP du sanitaire, par exemple, pour traiter la question du maintien de soignants qui ont des restrictions d'aptitude, en mettant en place une démarche de prévention qui est valable pour tout le monde, à partir de draps de glisse, par exemple, ou en tout cas de formation sur la façon dont on peut porter les malades, ou en fait... C'est-à-dire qu'il ne faut pas subir, il faut être au contraire être proactif. Bien sûr. Et là, vous permettez le maintien... Non, mais alors justement, pour rester sur cet exemple, racontez-nous alors, c'est quel type d'entreprise Donc c'est un groupe hospitalier important sur Paris, et puis qui se dit moi je fais des licenciements pour inaptitude, ça me coûte cher, et puis au-delà de ça c'est gâché, parce que vous avez un gâchis de compétences effroyable. Vous avez des gens qui ont une restriction d'aptitude, ils ont une restriction d'aptitude. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont
foutu pour la cause. Non, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Gérer le fait que la personne ne peut plus porter au-delà de 5 kilos. C'est embêtant. Vous êtes dans un hôpital, il faut soulever des malades. Ben oui, mais en fait, elle ne soulève pas bien les malades. En fait, il y a des techniques aujourd'hui qui existent pour porter autrement, pour mobiliser autrement. Donc cette mobilisation, elle est utile pour la personne qui est reconnue travailleur handicapé. Et on peut soutenir, on peut financer le drap de glisse, on peut financer la formation. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce soit tout le collectif qui en profite. Pour ceux qui n'ont pas encore mal au dos, ils puissent demain se préserver le dos. C'est exactement cette démarche. Mais au sein de ces entreprises, c'est quoi? Ça se limite à 2 rendez-vous, vous leur expliquez? Ou alors il faut faire du coaching, il faut rencontrer les équipes, il faut y rester un peu de temps? Bien Comment sûr, ça se passe? dans cet hôpital, il y a une cellule prévention qui s'est mise en place, qui forme en interne. Et donc qui a travaillé avec vous, que vous avez accompagné pendant des semaines, des mois? Et nous, on a conseillé et surtout on accompagne et on donne les moyens que ce soit possible, y compris financièrement. Notre premier métier historique, c'est de financer, c'est de permettre ces aménagements en les financement. C'est le principe de l'aménagement raisonnable, c'est de dire l'employeur n'a pas à supporter seul le surcoût qui peut être lié à la situation de handicap du salarié. Et donc, il y a des fonds, et notamment dans le secteur sanitaire et social, c'est l'accord OETH, c'est le dispositif OETH, qui sont là pour aider l'employeur à supporter l'éventuel surcoût. Mais ce n'est qu'un tout petit bout, c'est vraiment la face immergée de l'iceberg. Peut être créateur de richesse demain, y compris dans les relations humaines, et dans le sens que l'on donne à son travail au sein de l'entreprise, non? Exactement, et puis ça n'est qu'un exemple, il y a des exemples aussi pour financer les formations d'évolution professionnelle, pour des salariés qui en effet ne peuvent plus être soignants. C'est toujours le même exemple, parce que c'est particulièrement parlant. À un congrès FEAP, je pense que ça parle à tout le monde. À quoi, l'exemple des aides-soignants, on sait bien que ce sont eux qui sont les plus menacés. Bon, ben, on peut les amener vers d'autres métiers. Ils peuvent être, pourquoi pas, un métier qui sera moins physique. Donc ça, avec l'OPCO Santé, on cofinance des parcours de formation pour permettre des évolutions professionnelles. Et puis, on finance le dispositif Oasis Handicap qui permet de préparer des recrutements. On intervient sur tous les bouts de la chaîne. Et demain, vous recruterez sans doute Nathalie. Vous avez besoin de... Alors d'abord, la Croix-Rouge française étant adhérente de l'accord OETH, la Croix-Rouge l'a recrutée en contrat d'apprentissage et j'espère pour eux qu'ils la recruteront en CDI et on est très contents. On a fait notre travail. Gagner les gens. Oui, je vais rebondir sur ce que tu dis, Pierre-Marie. C'est qu'on parle beaucoup de handicap. On pense tout de suite peut-être potentiellement handicap physique. Et alors qu'il concerne, on va dire, moins de 5% des situations et près de 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Seuls 15% des handicapés le sont depuis leur naissance. Et donc, au fur et à mesure, nous, DRH, ou du moins direction des établissements, on a aussi un rôle à jouer dans la carrière professionnelle. On parle de parcours, de transformer. On se donnait l'exemple de personnes qui étaient aides-soignants, sanitaires. Alors effectivement, tu prends l'exemple de on ne peut plus porter plus de 5 kilos. Ben, sachez par exemple qu'à la Fondation Bagatelle, des aides-soignantes qui étaient dans des services de gériatrie ou même en service de soins continus ont été reclassés par mobilité, et on voit bien que le handicap a aidé la politique de mobilité RH de la stratégie de l'établissement en devenant aide-soignant dans une équipe médico-sociale où là, elle avait toute sa place. Et notamment grâce à l'adaptation de postes et des financements offerts par le OETH. Donc ça fonctionne. Et dans un monde où aujourd'hui, post-Covid, on est vraiment dans une politique d'attractivité des métiers, eh bien je pense qu'on peut faire du handicap un levier. Voilà, un levier justement d'attractivité des établissements. Et encore une fois, cette politique de handicap va à la fois de la direction générale jusqu'au manager de proximité. Mais je vais même plus loin. Les CSE, tout à l'heure Pierre-Marie parlait de l'accord OETH. Il faut savoir que la FEAP, ça fait 30 ans que ces accords existent. On est au 7e accord. Là, en 2022, c'est la fin de ce 7e accord. Il faudra qu'on en tire aussi les résultats. Mais c'est un accord qui a permis dans les CSE de mettre en place des commissions handicap, avec dans les établissements et notamment sanitaires, des référents RH handicap, avec des gens qui sont parfois des membres du CCSCT, de Commission Hygiène et Sécurité, et qui justement vont auprès de leurs collègues, et on brise le tabou du handicap invisible. Julien, donc CDI chez Boulanger depuis 3 ans maintenant, 2019, hein, 4 ans. 4 ans, pardon. Vous avez changé de poste, de travail? Je suis au stock maintenant.
Vous êtes au stock? Oui, avec mes collègues. D'accord. Ok. Et ça passe très bien. Vous avez été en contact avec les clients de temps en temps dans le magasin? C'est quoi la question? Vous avez été en contact avec les clients qui viennent dans le magasin pour acheter? Je amener les colis de les voitures des clients. Et c'est bien. C'est bien. D'accord. Cédric? Donc oui, Julien est arrivé du coup en tant qu'équipe client ensuite par la suite. Parce que dans la vidéo, on le voit qu'il était à l'accueil, qu'il accueillait les clients, qu'il servait le petit déjeuner. Après, il a été du coup équipier client, donc un peu plus dans la réserve. Qui n'empêche que depuis du coup le Covid, on a repris quand même ces petits déjeuners plusieurs fois dans le mois où il refait cette qualité d'accueil aussi. Peut-être, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du duo day, mais c'était une réussite incroyable quand même, non? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour je vais passer la parole à Nathalie parce que c'est l'exemple, un très bon exemple de cette réussite. En effet, ça crée, enfin, si je devais le dire pour nous, ça crée un déclic. C'est-à-dire que j'évoquais tout à l'heure la difficulté pour des employeurs de voir évoluer leur représentation qu'est-ce que c'est que le handicap et qu'est-ce que ça peut être le handicap au travail. Quand tout à coup vous voyez arriver quelqu'un que vous n'attendiez pas forcément, vous pensiez pas que ça... Voilà, Nathalie est arrivée à la Croix-Rouge et puis il s'est passé ce qui a pu se passer. Et là, dans cette rencontre juste, ça n'est plus l'étiquette du handicap, ça devient Nathalie, Christophe et des personnes et ça change tout. Nathalie? Oui, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Oui, moi ça m'a permis en fait d'avoir des contacts surtout. Donc j'avais déjà une idée de projet de métier. Du OD, je ne savais même pas que ça existait. C'est en faisant mon entretien donc, pour Oasis Handicap, donc, qui est porté par OETH, qui permet de se préparer au métier du social, que une personne de la Croix-Rouge m'a dit « Ah bah ton profil m'intéresse, est-ce que ce serait possible pour toi de faire le duo D ?» Moi je me suis dit oui tout de suite, en fait, tout est bon à prendre et voilà, pour moi cette RQTH ça a été un cadeau parce qu'en fait aujourd'hui ça me permet d'être apprenti, ce que je ne pourrais pas parce que j'ai passé 29 ans et dans ces cas-là on n'a plus le droit d'être apprenti malheureusement. Donc ça me permet d'avoir mes études qui s'y font non, mais vous allez être embauché quelque part. Heureusement qu'on ne reste pas apprenti à vie. Vous allez faire autre chose après. Oui, mais là j'aurais dû pendant 3 ans me débrouiller pour financer mes études. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc ça aurait été compliqué en fait. D'accord. Donc là, mes études sont financées et en plus je reçois un salaire. Donc voilà, et je voulais rebondir aussi sur ce que disait Gwenolé avec tous les handicaps invisibles, parce que c'est vrai, 80%. Et moi je l'ai vu quand j'ai fait le dispositif Oasis, les 3/4 des personnes, vous ne pourrez pas dire, voilà, cette personne est handicapée. Il faut vraiment qu'on sorte de ces clichés-là. Et qu'on voit différemment en fait. C'est une personne avant qu'on a et effectivement on développe des compétences autres et même ce sont souvent en fait les personnes qui sont en situation de handicap qui s'investissent encore plus dans leur travail qu'une personne dite valide. Donc, voilà. Les gens. On a la chance de pouvoir aborder un sujet là, sur le handicap et formation. Et la Fondation Bagatelle a également un établissement de formation d'infirmières et d'aides-soignantes. Eh bien, dans la volonté qui est la nôtre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance et le grand bonheur d'accueillir au sein de nos étudiants aides-soignants un jeune homme qui est déficient visuel et qui va représenter la France au 100 mètres athlétisme handisport au JO de 2024. C'est la première fois que ça nous arrive, donc je me permets de le dire ici parce que c'est aussi quelque chose où il a fallu nous adapter la formation. Tu parlais tout à l'heure de la formation, de l'apprentissage. Bien là, effectivement, il est accompagné par un enseignant spécialisé, une référente éducative, mais aussi un coordonnateur du CREPS, du pôle fédéral handisport. C'est une aventure extraordinaire parce qu'on sait que derrière, on a vu que ce jeune homme, il a développé même des capacités et en termes de, tout à l'heure on parlait d'ambiance dans une équipe, la promotion d'aide-soignante est complètement acquise, j'allais dire, à la cause, c'est-à-dire que ce sont des freins qui sont levés pour demain par les propres salariés qui seront soignants dans les établissements. Donc c'est une aventure assez extraordinaire que nous vivons là. Voilà, je voulais le préciser parce qu'il ne faut pas oublier la formation notamment. Et on redécouvre un peu, ça c'est super, mais on redécouvre l'Amérique parce que ça fait combien d'années qu'il y a des filières spécifiques pour les kinés non-voyants. C'est-à-dire que ça fait quand même des dizaines et des dizaines d'années qu'on s'est dit, tiens, parce qu'il n'est pas voyant, parce qu'il ne voit pas, il a développé d'autres capacités.
Et donc, il sera un bon kiné. Je veux dire, c'est une sorte de chose de bon sens. Et finalement, on n'arrête pas de dire ça sur tout. C'est-à-dire ce qui a été vrai depuis des dizaines d'années avec certaines filières de formation spécialisées pour les kinés, bah évidemment, pour les kinés non-voyants, on peut le dupliquer et dire que bah voilà, il nous manque quelque chose, mais donc on développe d'autres choses en plus, et que c'est évidemment précieux pour les métiers. Oui, et d'ailleurs, dans mon école, il faut savoir qu'il y a des étudiants qui sont malentendants et sourds, qui sont formés en fait pour devenir éducateurs spécialisés ou éducateurs de jeunes enfants. En fait, ils ont une année préparatoire pour préparer à l'école, et l'année d'après, il y a un interprète en langue des signes qui est là. Donc c'est possible. Est-ce qu'on peut imaginer que Julien fasse de la formation professionnelle également? Est-ce qu'il y a de la formation professionnelle pour ces personnes en situation de handicap? En tout cas, il y a également un adhérent FEAP dans le Sud qui a recruté une personne trisomique comme animateur en EHPAD. Et je ne sais pas, si un jour Julien a envie de changer d'activité et que ça l'intéresse de travailler en EHPAD, je pense qu'en effet, je ne le connais pas, mais peut-être il a un très beau potentiel. Quand je voyais son sens de la relation client, on imagine très bien. Et cette expérience-là qui a été multi-récompensée, y compris par l'innovation à la FEAP, elle montre quoi en effet? Des très belles compétences d'animation auprès d'un public qui est parfois Alzheimer et qui est pas facile. Donc bah oui, bien sûr, pourquoi pas. Tous les parcours sont possibles. Vous voyez ce que j'ai dans la main, Bernard de la Villardière? Ce sont des dés. Vous les retrouverez sur le stand de l'OETH. Et les dés, ce sont des cubes. Et vous voyez là, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Les dés sont ronds. Il y a des chiffres. Si vous les jetez sur la table, vous aurez quand même les chiffres. Et je tiens à dire, parce que là c'est aussi un résumé, on fait aussi ça avec des symboles, c'est que même lorsqu'on en est différent, le résultat il est à la hauteur de ce qu'on espère. Voilà, les petits dés, vous les retrouverez sur le stand. Mais c'est important, c'est un symbole, mais c'est un symbole important. Ça résume tout. Très bien, merci. Il est bon pour la promo de ETH, hein? Ouais. Magali, peut-être un commentaire, alors qu'encore une fois, DUOD, c'est demain, hein? Alors DUOD, ça a bien lieu demain, et on a des records de participation. Alors on ne vous donnera pas les chiffres parce que... Ah bon? Pourquoi? Mais parce que j'aime pas qu'on retienne l'information. Déjà, c'est Madame le ministre qui donnera les chiffres demain, j'imagine. Mais on a des records, ça c'est sûr. On a dépassé, je dirais, le nombre de duos qui était de 17 000 l'an passé. Donc là, vous avez un chiffre, ça sera au-dessus de 17 000. On est sur des duos qui sont extrêmement qualitatifs cette année. On voit que les personnes sont totalement emparées. On parle des employeurs. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est au niveau des inscriptions sur la plateforme, on a énormément d'employeurs de la santé. Donc c'est, je dirais, on est des acteurs forts de l'emploi, quand même, des personnes en situation de handicap. Donc on a une forte mobilisation. Évidemment, en Nouvelle-Aquitaine, on a battu des records, hein, bien évidemment, Madame la Ministre, évidemment. Mais ce qui est important, c'est de voir que la plateforme le permet aujourd'hui, ce qu'elle n'a pas toujours pu le faire, c'est que les personnes peuvent choisir aujourd'hui, en fonction des postes proposés par l'employeur, peuvent choisir leur stage sans passer par la structure accompagnante. Alors, la structure accompagnante, ça va être l'établissement médico-social, ça va être Pôle emploi, ça va être Cap emploi, ça va être ces acteurs-là. Là, ils ont la possibilité de faire leur propre choix, et on voit bien que c'est un choix qui leur permet, mademoiselle l'a très très bien dit, elle est allée, elle a fait DUOD pour rentrer dans une entreprise parce qu'elle était intéressée d'aller plus loin avec cette entreprise. Et on voit bien aujourd'hui, par rapport au nombre d'appels que nous avons, 55 000 hein, quand même sur la plateforme, donc on a une certaine expertise quand on vous dit ça, qu'il y a une vraie volonté, que ce soit au niveau de l'employeur, quel qu'il soit, et de la personne de créer ensemble quelque chose. Et ça, c'est assez nouveau. Dans un premier temps, on disait c'est une histoire de com, parce que certaines entreprises l'avaient pris ainsi. Aujourd'hui, ils font beaucoup de sourcing avec ça, parce qu'en effet, ils ont des problèmes dans le cadre de leur recrutement. Donc ils se disent, après tout, on n'a peut-être pas été chercher les personnes, les compétences là où elles étaient. Donc ça, c'est vraiment très nouveau. C'est la première année qu'on sent fortement cet élan vers
de l'emploi durable. Donc j'espère, l'année dernière vous avez parlé de 20%, j'espère qu'on fera mieux à l'issue de Duodet 2022. Je vous laisse la parole, madame. Avant, quelques mots d'introduction. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de Café Joyeux. Je crois qu'il y en a un à Bordeaux, d'ailleurs, de Café Joyeux. Café Joyeux, il y en a un nouveau qui ouvre à Bordeaux, effectivement, et je crois que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui ou hier ou demain. Ah bon, enfin bon, la date est proche faut aller chez Café Joyeux, l'inauguration. Mais je crois qu'il en a déjà un à Bordeaux et que c'est un second. Oui, c'est une très belle initiative. C'est une. Ce sont des cafés-restaurants dans lesquels on emploie des personnes en situation de handicap. Des cafés-restaurants qui ont recruté majoritairement des personnes en situation de handicap et qui fonctionnent avec ces personnes en situation de handicap. Il y en a un sur les Champs-Élysées à Paris, un autre à l'Opéra qui a ouvert il y a quelques temps. Et un qui a été inauguré à Bruxelles lundi dernier, sachant que ce ne sont pas des structures médico-sociales, ce ne sont pas des entreprises adaptées, ce sont c'est une association qui a monté tout cela. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup dans l'hôtellerie-restauration, enfin dans la restauration en particulier, on retrouve beaucoup de ces initiatives sous d'autres formes que les cafés joyeux, et on retrouve beaucoup aussi de partenariats, justement. Nous parlions tout à l'heure des apprentis et des CFA. Il y a des CFA qui se concentrent sur l'apprentissage justement dans restauration et qui font un travail très important avec les professionnels de cette branche, parce qu'ils sont majoritairement en recherche d'employés et d'employés formés, et ils ont là un véritable on va dire pool de personnes totalement compétentes et très motivées et qui font du très bon boulot. Voilà, je crois que c'est ça qui est important, c'est que il faut sortir de l'image de quelqu'un en situation de handicap qui travaillerait moins bien, qui serait moins présent à la tâche. Non seulement ils travaillent très bien, ils sont très fidèles à leur entreprise ou à leur structure de travail, et ils sont très moteurs dans l'entreprise. Donc je crois que toutes ces qualités-là, il faut que nous les mettions en avant et que c'est important. Très bien. Vous aviez peut-être d'autres mots de conclusion? Moi, si vous voulez, sur l'avenir. Alors, bien sûr, je sais que nous sommes au congrès de la FEAP et je sais quels sont les sujets de recrutement de vous tous ici et les sujets de manque de financement. De financement, je ne crois pas, de manque de personnel et d'attractivité des métiers. Mais de mise à niveau des revenus, et des salaires et des rémunérations. Alors ça, c'est encore autre chose. Mais je crois que vous en avez parlé ce matin. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. On en parlera peut-être demain avec François Braun, qui je crois voilà, vous en parlerez aussi avec François Braun. Il ne sera pas là, mais il sera à distance, mais il interviendra en direct. Et nous en avons parlé avec notre jeune femme qui a témoigné de façon magnifique sur ce qui lui était arrivé, parce que je vous rappelais quand même, et je rappelle aussi en boucle régulièrement, et vous l'avez dit, monsieur qui travaillait à Bagatelle, qu'il y a beaucoup de types de handicaps, et la majorité des handicaps aujourd'hui en emploi sont des personnes qui ont des handicaps qui sont survenus dans leur vie par maladie, par accident, pour des tas de raisons différentes. Donc voilà, le panel, et on parle de personnes très différentes, aux parcours très différents et aux capacités très différentes aussi, de par leur parcours de vie et de par leurs appétences personnelles. Et donc, dans tout ce monde médico-social et sanitaire, eh bien oui, il faut que il y ait des recrutements, mais qui se tournent aussi vers les personnes en situation de handicap. Mais pas que dans les métiers du soignant. Excusez-moi, mais j'étais ce matin à Paris dans un colloque où on parlait de numérique. Et il y avait des employeurs qui signaient une magnifique charte avec des associations de formation, des employeurs qui avaient besoin de certains profils dans le numérique. Mais vous avez tous besoin de personnes dans le numérique, dans vos établissements, par exemple. Eh bien, ils étaient formés entièrement par cette association, des personnes en situation de handicap, et ensuite ils intégraient la structure. Et donc c'était quelque chose de très vertueux et qui tenait compte, eh bien, il faut aller chercher les talents aussi. Donc on a besoin de repérer les talents,
On a besoin de former, d'avoir des formations accessibles, des formations adaptées et certainement des innovations pédagogiques dans ces formations. Et ensuite, bien sûr, le DUOD intervient aussi pour faire matcher un patron ou quelqu'un qui cherche un emploi. Ça peut être un directeur d'hôpital, ça peut être un directeur de service hospitalier, ça peut être un cadre d'une maison de retraite, d'un EHPAD. Voilà, hein, les profils sont variés avec une personne avec un handicap eh bien, qui recherche du travail et qui a envie de découvrir un métier. Donc cette journée, pour moi, elle est précieuse, cette journée du DUOD. Donc j'espère que nous allons exploser, bien sûr, les compteurs. Et je compte sur vous. Et je voudrais à nouveau vraiment remercier ADI parce que le challenge n'était pas si simple. Nous sommes depuis 5 ans dans une journée nationale. Et comme l'a dit Madame De Vert, vous êtes parti à 60, voilà, vous faisiez ça de façon très locale, manuelle, et je suis allée les visiter. Ils font ça de façon assez étonnante, et moi j'ai été bluffée par cette plateforme qui est disposée par région, enfin qui est très 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 bien organisée. Et ce que je souhaiterais, alors le dire ici à Bordeaux, c'est un peu simple parce que en fait ça marche assez bien en Nouvelle-Aquitaine. Ça marche très bien en Île-de-France, mais ça ne marche pas bien dans toutes les régions de France. Donc nous avons besoin, un peu mieux cette année peut-être, mais nous avons besoin, ouais, mais c'est inégal. Donc nous avons besoin d'encore porter cela, mais ça c'est notre job, hein. Voilà, donc on va le faire. Nous avons besoin de porter cela pour faire en sorte, d'abord, alors cette année on va être très bon, et l'année prochaine on sera encore meilleur. Merci beaucoup. Merci à tous. On va se retrouver ici vers 15h30, 15h35, pas plus tard. Et on va procéder à la distribution des trophées de l'innovation. Voilà, merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci.